sommes de retour sur le plateau de CFIA TV avec notre invité qui est avec nous, Franck Gallos. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, ravi de vous accueillir. On met en avant les startups qui sont en train de monter, de paix. Voilà, et c'est votre cas puisque vous avez créé votre start-up il y a 2 ans et demi. Vous êtes 14 aujourd'hui. Vous avez une quinzaine de clients. Ça fonctionne plutôt bien. Vous êtes un chef d'entreprise heureux? Oui. C'est déjà un bon début. Très heureux et très fier. Vous avez donc mis en avant et vous mettez en avant votre innovation pour Future Food Factory. Alors j'ai eu un peu d'hésitation avant d'annoncer cette évolution parce que c'est quand même assez compliqué à comprendre. On va essayer de l'expliquer. C'est une plateforme de collecte et de valorisation du big data, data science pour l'industrie. Oui. Donc on va essayer d'expliquer. Voilà. En fait, Data2B est éditeur de logiciels. Donc on va utiliser certes des plateformes, mais ce n'est pas qu'une plateforme. On fait des logiciels qui sont de véritables assistants à la prise prise de décision. De décision, tout à fait. Et on va utiliser des mécanismes d'intelligence artificielle pour cela. Alors, on va donner quelques exemples pour que ça soit plus clair pour celles et ceux qui nous regardent. Des exemples. Vous êtes une entreprise rennaise. Oui. Vous vous occupez de vélos. Oui, voilà. Alors, on se dit, on est sur le CFIA, il s'occupe de vélos, mais vous allez comprendre. Voilà. On parle des vélos. Donc, on parle des vélos. On a fait un logiciel qui permet d'aider l'opérateur qui gère les vélos en libre service à... comment dire je crois que... alors, vous avez, je ne sais pas combien de vélos à gérer. Oh, il y en a quasiment 1 millier. Il y a 1000 vélos et on essaye d'équilibrer les vélos pour que, d'ailleurs c'est ce qui n'est pas arrivé à Paris récemment avec l'entreprise chinoise, je crois. Bon, il y avait d'autres problèmes, mais en tout cas, votre rôle, votre mission avec cette entreprise, c'était de pouvoir mettre suffisamment de vélos au bon endroit pour que les clients aient l'impression qu'il y a toujours des vélos disponibles. Est-ce que je suis clair? C'est exactement ça, c'est optimiser la disponibilité pour que les utilisateurs utilisent le plus possible de vélos. Parce que s'il n'y a pas de vélo, évidemment, il n'y aura pas d'usage. Et donc là, c'est dans le cadre d'un service public, il faut que les usagers puissent profiter au maximum de ce service. Et pour cela, l'opérateur déplace, régule, essaye de réguler tant qu'il le peut les vélos entre toutes les stations afin d'avoir un réseau équilibré. Alors comment ça marche? Comment faites-vous? Quel service vous apportez à cet opérateur pour que ça fonctionne bien? Eh ben, on a fait un logiciel qui l'assiste dans la planification des tournées d'équilibrage du réseau. Donc il a dans un ordre bien précis la liste des stations et le nombre de vélos qu'il doit prendre et déposer. Voilà, sous contrainte de l'influence de la météo, de la circulation. Et tout ça, ça permet d'avoir plus de vélos disponibles et de faire le travail beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Vous avez une boule de cristal? Comment ça marche? Eh ben, avant le logiciel, tous les opérateurs de vélos en libre service font ça de manière empirique par l'expérience terrain. Donc se rappeler l'historique d'une station, c'est facile. Voilà, on se souvient, elle est connue, elle fonctionne comme ça, il nous manque des vélos à telle heure, telle heure. Et puis voilà, 2, 3, 4 stations. C'est un peu à la petite semaine encore, quoi, par rapport à votre... Voilà, mais c'est quand même de l'expertise métier qu'ils ont. C'est l'expérience. Mais voilà. Mais quand on en a 80, un cerveau humain ne peut plus le calculer, sachant qu'elles sont toutes interdépendantes. Donc, d'où la nécessité d'utiliser de traiter toutes ces données qu'un cerveau humain ne peut pas calculer. Pourtant, ce calcul est simple pour un humain. Se rappeler l'historique d'une station, ça on sait tous le faire. C'est le volume qui fait qu'on n'y arrive plus. Vous rentrez toutes ces infos, mais vous allez chercher où ces infos, par exemple, pour les vélos à Rennes, parce que vous partez il y avait un historique?
Oui, il y a un historique, mais on va retrouver ce cas-là aussi dans l'industrie agroalimentaire pour des problématiques de logistique et de production. Donc on va utiliser les données internes de l'entreprise qui peuvent être basées sur des capteurs sur la chaîne de production, ou alors les données déjà générées par la chaîne de production mais qui ne sont pas utilisées. Et quand c'est nécessaire, on va les croiser avec des données externes comme les données de la météo. Alors on va préciser, parlons de la salade. Pour celles et ceux qui nous regardent, la salade. Vous produisez de la salade ou quelqu'un produit de la salade. Vous, ce que vous proposez, c'est aller plus loin que j'ai mes salades dans une cagette, je vais les chercher, puis je vais produire de la salade. Alors de la salade premium, enfin, je vais tout mélanger finalement. Enfin, si à l'œil nu, je ne vois pas que la salade est en moins grande forme que l'autre cargaison, eh ben je ne vais pas forcément le mettre sur la bonne chaîne. Et ça va être le même cas comme les pommes de terre, les carottes, etc. En fonction du vieillissement, il faut pouvoir mettre le bon produit sur la bonne chaîne en fonction de sa qualité, sa teneur en divers éléments. Voilà. Et si on se trompe et qu'on met en fait donc ces produits sur la chaîne premium alors que ça n'était pas prévu, c'est une perte sèche. Oui. C'est une perte sèche. Et ça représente à peu près 6% à la production et la transformation dans l'industrie agroalimentaire. Alors, par exemple, pour la salade, vous m'avez garanti, en tout cas, vous avez annoncé jusqu'à 30% de... Alors, c'est l'efficacité en général d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle en gain. C'est-à-dire que ça peut permettre sur de la logistique, nous on a des stats à 28% sur certains cas d'usage, mais pensons un peu plus grand, pensons par exemple à un géant du web, parce que ces technologies-là viennent des géants du web. Pensons à Amazon. Amazon qui, au passage, a racheté une chaîne de supermarchés bio aux États-Unis qui s'appelle Whole Foods, qui vend lui-même des produits agroalimentaires. Et ben, le moteur de recommandation, Amazon vous recommande des produits achetés. Ça utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ça crée 30% de son chiffre d'affaires. Automatiquement. Cet algorithme plus de 30%. Parce qu'il conseille, c'est le moment d'acheter, parce qu'il y a beaucoup de vitamines et ça vous fera du bien. Enfin, voilà, c'est ça. C'est parce qu'un tel a aimé ça, alors il aimera ça, parce que la saisonnalité fait qu'on vend tel produit ou pas, et donc il les met en avant. Mais comment récupère-t-il toutes ces informations? Parce qu'il va récupérer les données de consommation en fait, des achats des consommateurs, des clients d'Amazon en fait, et aussi des gens qui vendent sur la place d'Amazon. Et bien nous, ces recommandations-là, ce système-là, on va le proposer donc au métier de la logistique, de la production et du marketing pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. On va leur faire des recommandations d'action. Alors, vous utilisez les données de l'INSEE aussi, c'est possible? Oui, c'est possible. Dans des cas d'usage, par exemple marketing, on peut utiliser ce qu'on appelle l'open data, donc il y a des données de l'INSEE, pour pouvoir en fait intégrer des notions de zone de chalandise et pouvoir lancer des campagnes de marketing au bon moment en fonction en fait de la zone de chalandise, de la localisation donc, mais aussi de la saisonnalité et voilà, de la population ciblée. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est Cephia TV. Nous sommes en plein cœur de cette séquence Future Food Factory. On parle de cette société avec Franck Gallos, Data2B, société que vous avez créée il y a 2 ans et demi seulement. Vous êtes 14. Aujourd'hui, vous avez déjà 15 clients et vous êtes dans l'air du temps. Ce qui peut faire peur là-dedans, c'est est-ce que justement ça profitera à l'homme ou ça va détruire l'humanité, les algorithmes et tout ce qu'il y a autour? Ça ne va pas remplacer l'homme, c'est une grande crainte qu'ont nos clients, c'est un frein à l'adoption de ces technologies, alors qu'en fait ça traite des tâches que l'homme ne faisait pas. Comme le volume de données est tellement énorme, j'en ai parlé tout à l'heure pour le cas des vélos, le cas de la logistique, une station de vélo ou une chaîne de production, on sait comment elle se comporte, mais quand on en a 80, un cerveau humain ne peut plus le faire. Donc c'est des tâches qui n'étaient pas faites par un humain. Donc du coup, c'est de l'information supplémentaire qui va lui permettre de mieux faire son travail, de prendre de meilleures décisions et de faire des choses plus intelligentes. Quel est votre parcours professionnel? Mon parcours, c'est un peu étrange. Je viens par rapport à l'agroalimentaire et comment j'en suis arrivé là. Je viens essentiellement du monde du web et puis après du monde des télécoms. Voilà. Et j'étais en charge de l'innovation Big Data chez Ericsson France. Et j'ai reçu le 2e prix de l'innovation au congrès Big Data Paris en 2014. Et j'ai lancé mon entreprise.
Et puis un jour, le pôle Valorial m'a appelé pour me demander est-ce que vous pourriez parler de data, d'algorithmes, d'intelligence artificielle pour sensibiliser nos adhérents. Et c'est parti comme ça. Et on a décidé de proposer nos services et d'aider l'industrie agroalimentaire. Alors, vous êtes en train d'affiner vos algorithmes. Comment ça se passe vous avancez, j'imagine, tout est prêt ou tout fonctionne ou vous personnalisez vos algorithmes en fonction de vos clients. J'essaye d'en savoir un petit peu plus pour celles et ceux qui nous regardent. C'est une très bonne question. En fait, il y a des bibliothèques d'algorithmes qui existent déjà, génériques, typiquement comme ceux des géants du web, qui sont accessibles, qui sont disponibles, et on va les appliquer au cas par cas. C'est vendu, c'est disponible au grand public, c'est vendu, c'est quoi ? Alors, il y en a une partie qui sont ce qu'on appelle libres d'usage, ce qu'on appelle d'open source, etc., des logiciels libres. Mais nous, on va les intégrer en partie pour les faire fonctionner, pour régler des problématiques des métiers de l'agroalimentaire. Il faut savoir qu'un algorithme pour un géant du web, un site web d'e-commerce fonctionne très bien pour régler une problématique de logistique en agroalimentaire. C'est le même. C'est juste un processus intellectuel informatisé. Quels sont les profils de vos collaborateurs ? Alors, profil de collaborateurs, essentiellement des informaticiens d'un côté et de l'autre, des profils scientifiques, mathématiques et statistiques, ce qu'on appelle les fameux data scientists. C'est le métier qui... C'est le métier du 21e siècle. C'est carrément le métier du... Ah oui. C'est le Wall Street Journal. Il faut être bon en maths, j'imagine. Bon, à la fois bon en maths, bon... J'aurais jamais pu le faire. Bon en statistiques et tout aussi bon en informatique, mais aussi dans l'expertise métier. Il faut être un bon communicant aussi et comprendre les problématiques des métiers. Donc un bon c'est les communicant. trois à la fois. Les trois à la fois, ouais. Vous allez nous donner vos coordonnées pour celles et ceux qui souhaitent vous contacter. Donc, sur le site web, il y a tout ce qu'il faut pour nous contacter. Le site web, c'est data2b.net, D-A-T-A, le chiffre 2, la lettre B, ça signifie data to business, comme B2B, c'est data2b. Donc data2b.net. Et aussi, vous pouvez vous adresser aussi au pôle Valorial qui a toutes nos coordonnées. Voilà. Vous êtes ici, hall numéro le pôle Valorial est du côté du hall 10. Donc si on n'y est pas, demandez-leur. Ils vous transmettront toutes les coordonnées. Votre marché est aujourd'hui en France. Vous vous intéressez à l'international ? Oui, on a une filiale au Mexique. Pourquoi le Mexique ? Parce qu'une des cofondatrices de Data2b est mexicaine. Très bien, on sait tout. Merci beaucoup Franck Gallos pour cette séquence Future Food Factory. Vous retrouvez bien sûr toutes ces séquences sur la chaîne YouTube du CEFIA. Dans quelques instants, le journal de 13h.